Eh bien, bonjour à tous pour ce mardi de la filière. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous organiser pour faire cette présentation en direct. Finalement, notre salle de conférence marche pas mal du tout et je pense que la prochaine fois, nous pourrons nous mettre dans les conditions du direct. Là, vous êtes ici à l'hôpital Thonon, dans une salle qui est bien équipée et en plus qui est climatisée, ce qui est très utile aujourd'hui, car dans mon bureau, il fait déjà 35 degrés, nous ne sommes pas dans un bâtiment climatisé. Voilà, donc je suis le docteur Grato qui coordonne le centre de maladies rares de Thonon, donc vous avez le logo en haut à gauche, le CEREF, centre de référence de l'amylose inflammatoire et de la fièvre méditerranéenne, avec, vous voyez, la Méditerranée en bleu. Vous connaissez bien évidemment le logo de la filière, fait de R dans le cadre de laquelle nous faisons cette conférence aujourd'hui, qui sera consacrée à la fièvre méditerranéenne familiale, et j'aborderai essentiellement des éléments cliniques, pas de physiopathologie, pas de traitement aujourd'hui, ce qui va permettre de varier un petit peu les sujets. J'ai vu notamment la conférence d'Alexandre Belot, qui est très, très intéressante sur le lupus, qui était beaucoup plus mécanistique que ce que je ferai aujourd'hui. J'insisterai néanmoins sur certains aspects qui seront signalés par le petit logo rouge en haut à droite de l'écran. Donc la fièvre méditerranéenne familiale est la plus fréquente des maladies auto-inflammatoires. Comme son nom l'indique, c'est une maladie qui touche les populations méditerranéennes, essentiellement les juifs séfarades, les arméniens, les turcs et toutes les populations arabes du Mashrek à l'est, au Maghreb à l'ouest. D'autres populations qui appartiennent géographiquement à ce pourtour méditerranéen sont également touchées. Les Kurdes, les Druzes, certaines populations italiennes, grecques, les juifs ashkénazes, certains Espagnols et Portugais. Il y a donc là une espèce d'épidémiologie géographique qui est intéressante. On peut suivre le parcours des mutations et de certaines mutations. Par exemple ici, vous pouvez suivre, entre guillemets, de façon reconstruire le parcours des mutations M694V, qui est la plus fréquente de toutes, qui appartient à toutes les populations, très majoritaire chez les patients d'origine juive séfarade, mais également la mutation V726A, vous voyez, qui part également du Moyen-Orient et qui ensuite, par la population ashkénaze, s'étend en Allemagne historique, au centre de l'Europe. Et donc cette mutation est aussi présente chez les ashkénazes, les Turcs et les Arméniens. Alors qu'est-ce qui se passe plus à l'est, On sait maintenant qu'il y a des FMF en Iran, par exemple, et sans doute encore plus à l'est, peut-être le long de la route de la soie, on peut toujours imaginer ça, puisqu'il y a des cas qui sont décrits au Japon de fièvre méditerranéenne, toutefois des cas un peu particuliers, ce que je ne discuterai pas aujourd'hui, mais une présentation clinique qui est souvent plus faible, et une génétique qui est rarement typique. Il y a là un sujet intéressant, mais qui n'est pas encore, à mon avis, totalement élucidé, pour cette population particulière au Japon. Alors, comme je l'ai dit, je vais insister sur la dimension clinique de cette maladie, qui débute le plus souvent avant l'âge de 20 ans, et qui se caractérise par des accès intermittents fébriles, très inflammatoires, de courte durée, avec restitution ad integrum de la forme générale, de l'état clinique entre ces accès, qui en fait d'emblée une maladie extrêmement particulière. Et il faut garder en tête cet élément typique. Vous voyez représenter l'accès fébrile, c'est une fièvre aiguë avec une phase ascendante, des frissons, de la chaleur, et puis une phase d'effervescence thermique avec des sueurs, comme un accès palustre, tout à fait typique. La plupart des malades, moins la moitié des malades, décrivent des prodromes, à savoir qu'ils sentent venir la crise, ils sentent l'accès. Ces prodromes sont assez variés, c'est soit une gêne aussi de la crise à venir, par exemple une gêne abdominale, soit des anomalies neuropsychiques comme une irritabilité que décrit très bien certains patients, et puis plus rarement des signes un peu spécifiques à chaque patient.
Mais ces prodromes sont annonciateurs d'un accès, ce qui peut être intéressant à divers titres. Les patients se trompent pratiquement jamais. La FMF a été décrite sous divers noms, notamment celui de polycérite, qui est très descriptif de cette maladie. Alors quand on dit polycérite, je rappelle que au cours d'un accès, il y a une localisation, une séreuse d'atteinte, ce n'est pas une polycérite synchronique, c'est une polycérite diachronique au cours du temps. Les patients peuvent avoir pendant des années des manifestations abdominales et ensuite des manifestations thoraciques, par exemple, ou réciproquement. Donc l'atteinte du péritoine réalise une péritonite, c'est la plus typique des manifestations d'AFMF, ce sont des douleurs abdominales de péritonite, qui sont donc diffuses, même si le point de départ peut être localisé. Elles sont très rarement localisées pendant toute la durée d'accès, ça peut être le cas de certaines douleurs pelviennes. Comme toute péritonite, il peut y avoir une réaction occlusive, qui est rarement au premier plan, avec des nausées, voire un vomissement, mais qui ne sont pas très importants. Et puis il y a un arrêt du transit, plus ou moins complet, éventuellement dans ce cas, une selle liquide qui signe la fin de l'accès inflammatoire et de la péritonite. Si les patients sont opérés pendant cet épisode douloureux, le chirurgien ne verra aucune cause de péritonite, mais il peut constater un excès de liquide inflammatoire dans le péritoine, qui est inflammatoire, et prélever éventuellement ce liquide qui est inflammatoire et stérile. La plèvre est la séreuse la plus touchée après le péritoine. La moitié des patients, c'est un peu variable en fonction des populations. Donc c'est une douleur pleurale tout à fait typique, qui est très importante, et qui contraste avec l'épanchement qui est faible, très faible épanchement le plus souvent, à peine visible sur la radio thoracique ou sur un scanner, et qui conduit souvent, encore maintenant, à réaliser des examens complémentaires comme une angiographie, une scintigraphie pulmonaire. L'atteinte du péricarde réalise une péricardite aiguë tout à fait classique et qui a également un caractère récurrent. C'est à rapprocher de ce qu'on appelle maintenant les péricardites inflammatoires ou peut-être auto-inflammatoires qui sont peut-être une maladie autonome en dehors de la FMF. La synoviale que je classe ici parmi les séreuses peut également être atteinte avec une arthrite, classiquement une arthrite du genou, une monoarthrite du genou qui est la manifestation la plus typique, le plus souvent dans l'enfance, des atteintes articulaires de la FMF. Mais il peut également y avoir une atteinte de la hanche, une coxite, qui est plus préoccupante car qui peut conduire à la destruction. Si le liquide est ponctionné, il est évidemment inflammatoire au cours de cette ponction. Enfin, la vaginale testiculaire, une des enveloppes du testicule peut aussi être touchée et être confondue avec une épididymite, mais le plus souvent avec une torsion du testicule, et des enfants sont encore opérés avec ce diagnostic. Voici un scanner de péritonite inflammatoire avec des signes assez discrets autour des anses grêles. Je ne dis pas qu'il faut faire un scanner à tous les patients qui ont une crise de FMF, il faut même éviter de faire des scanners. On fait beaucoup trop de scanners abdominaux. On voit des patients qui viennent avec des scanners abdominaux en grande quantité. Voilà, mais il a un intérêt pour éliminer en cas de doute et de premier accès une autre affection intra-abdominale, comme une appendicite par exemple. L'échographie peut tout à fait jouer le même rôle que le scanner comme aide au diagnostic. Alors c'est une des questions qui se posent quand même assez fréquemment, notamment en cas de premier accès. Est-ce que c'est une FMF ou est-ce que c'est une appendicite avec un début de péritonite? Vous avez ici un scanner typique d'une appendicite aiguë. Voilà, donc le problème que l'imagerie est le meilleur élément pour faire la distinction.
et pas forcément le scanner, l'échographie entre les mains d'un opérateur entraîné est évidemment un très très bon examen pour le diagnostic d'appendicite aiguë. Est-ce qu'on peut céder d'autres éléments? Il y a un travail turc qui a comparé les valeurs de la procalcitonine entre deux groupes de patients, ceux qui ont une appendicite aiguë et ceux qui ont une FMF. On voit sur ce schéma qu'il y a un recoupement entre les valeurs de procalcitonine qui sont faibles en cas de péritonite de la FMF et qui sont plus élevées en cas d'appendicite aiguë, tout en restant modérément élevées, comme vous le voyez, avec une moyenne autour de 0,6 mg par litre, nanogramme par millilitre. Voilà, donc il est possible que ça puisse aider lorsque on suspecte une FMF et que les valeurs de procalcitonine sont très basses, mais ce travail ne nous aide pas à distinguer par exemple les patients qui ont une FMF et une appendicite aiguë qui ont été exclus de ce travail. Donc il est probable que, comme souvent, les marqueurs de l'inflammation, quels qu'ils soient, y compris la procalcitonine, n'ont pas une puissance diagnostique assez élevée pour permettre de conclure à eux seuls. Un autre point important, et qui est une complication rare de la FMF, c'est la survenue d'occlusion du grêle sur bride. On peut se poser en effet la question de l'impact de péritonite inflammatoire répétée sur la formation d'adhérence intestinale et la survenue d'occlusion du grêle. C'était déjà envisagé dans le grand travail de Sohar de 1967 et plus récemment des médecins spécialistes de la FMF de Jérusalem ont suggéré sur leur cohorte que le risque d'occlusion du grêle était plus élevé en cas de FMF que dans la population générale, et encore plus élevé si les malades ont eu une appendicectomie par rapport à des témoins qui ont une appendicectomie, où dans ce travail il y a, vous le voyez, c'est un petit peu décalé, il n'y a pas d'occlusion du grêle sur la période de surveillance, alors qu'il y a 7% d'occlusion du grêle chez les patients qui ont une FMF et qui ont été opérés. Mais, comme chez tout le monde d'ailleurs, l'occlusion du grêle peut survenir sans opération chirurgicale abdominale préalable. Donc c'est quelque chose qu'il faut connaître, et lorsque les symptômes ont une composante occlusive particulièrement importante et qui dure particulièrement, il faut se poser la question d'une occlusion sur bride. Un autre point qui est intéressant est l'existence d'une atteinte articulaire chronique de la FMF qui serait une forme de spondylarthropathie qui n'est pas extrêmement bien décrite, à mon avis, mais on sait que il peut y avoir une sacroiliite chez environ 10% des patients atteints de FMF, ça dépend un peu des populations, en l'absence du port de l'antigène HLA-B27. Il n'y a en général pas de syndesmophyte et ces manifestations répondent assez peu à la colchicine, répondent mieux aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. On a assez peu de données finalement pour l'instant sur les autres thérapeutiques modernes de cette spondylarthropathie, de la FMF. On peut avoir des myalgies, il y a plusieurs types qui ont été décrits, des myalgies spontanées, notamment des mollets, qui sont fréquentes. Plus fréquentes également les myalgies liées à l'effort. La tolérance physique à l'effort est très variable chez ces patients. Certains adolescents font du sport sans aucune difficulté, par exemple. D'autres sont très gênés par les myalgies, mais également par des douleurs moins bien systématisées des membres inférieurs, qui peuvent survenir d'ailleurs simplement à la station debout prolongée, qui est un signe très très fréquent. Le dernier mode de myalgie sont des myalgies
très inflammatoires, très aigus, qui peuvent durer plusieurs semaines et que les Israéliens ont individualisé depuis longtemps. C'est une forme d'atteinte musculaire qui retient la corticothérapie, qui n'est pas sensible à la glycémie. Voici les manifestations les plus fréquentes chez ces patients. C'est le gonflement des pieds avec une inflammation plus ou moins importante, comme vous pouvez le voir ici, avec parfois un côté un peu purpurique. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le pseudo-érysipèle de la FMF, qui est très fréquent, très gênant, qui est souvent déclenché par la marche, la chaleur. Je reviendrai sur ce point. Et parfois, il est assez difficile de savoir quel est le tissu atteint, si c'est uniquement la peau et le tissu sous-cutané, ou s'il y a une atteinte périarticulaire, voire articulaire, quand l'ensemble du pied et de la cheville sont intéressés par les signes cliniques. Voilà. Un point aussi qui a été mis en exergue ces derniers temps sont les facteurs déclenchants des accès de fièvre méditerranéenne, qui sont quand même des grandes questions qu'on peut se poser dans cette maladie, qui est une maladie génétique d'un système inflammatoire et qui est donc dans laquelle le défaut est permanent et où les signes cliniques sont intermittents. Donc là, il y a quand même un point qui est très particulier, très spécifique de cette maladie. Donc il y a un travail turc qui a regardé un petit peu sur une population de 275 patients, assez caractéristiques en termes d'âge, de signes cliniques. Vous voyez, fièvre, péritonite, pleurésie, des signes tout à fait caractéristiques. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont individualisé dans les signes cliniques ce qu'ils appellent l'hernie musculo-squelettal attack, including arthritis. Donc ce sont tous les signes qui sont liés à l'appareil locomoteur. Donc soit des arthrites typiques, mais également ces manifestations des membres inférieurs très gênantes, chez certains patients quasi quotidiennes, à la station debout prolongée par exemple, ou d'autres symptômes, notamment des douleurs de type fessière, ou des arthralgies même qui peuvent intéresser plus rarement d'autres articulations. Donc dans ce travail, ils ont regardé les facteurs déclenchants d'une part des attaques, des accès plutôt de type séreuse, péritonite, pleurésie, péricardite, et d'autre part les facteurs déclenchants des accès qui intéressent l'appareil locomoteur. Alors ici vous avez les facteurs qui dans cette population turque sont associés à une exposition particulière. Le froid est ce qui sort en premier, parce que la Turquie c'est un pays où il fait quand même chaud, et donc quand il fait chaud ils n'ont pas de manifestation particulière. Par contre quand il fait froid, ils font des accès inflammatoires. Dans notre population, on a l'impression que c'est plutôt l'inverse, que c'est la chaleur qui entraîne des accès. Donc ce serait intéressant de faire ça de faire cette étude dans d'autres populations. Donc en dehors du froid, il y a le stress psychologique, dans 50% des cas, et là aussi c'est un facteur qui est retrouvé chez la plupart des patients, en tout cas une majorité de patients. Ensuite vous voyez la fatigue, là aussi c'est plus difficile à définir. D'ailleurs dans ce travail, les facteurs déclenchants ne sont pas définis avec précision, de façon assez volontaire, pour que les gens puissent s'exprimer. Mais en tout cas, la fatigue est pour beaucoup de nos patients, comme dans la population turque, un facteur déclenchant des accès. On trouve ensuite les règles, la privation de sommeil, etc., un certain nombre de points.
On a longtemps discuté de l'impact des facteurs alimentaires. Vous voyez qu'il est assez faible dans ce travail. Alors, si on regarde maintenant les facteurs déclenchants des accès musculo-squelettiques, on voit que dans la même population, eh bien, la station debout prolongée est ce qui est le plus pertinent. Près de 80% des malades considèrent que ça leur est au minimum pénible d'être debout pendant toute une journée. Vient ensuite les voyages de longue durée. On retrouve très bien ça également dans notre population, notamment séfarade, où quand les gens vont en vacances l'été en Israël, eh bien, le voyage plus le changement de température est un facteur déclenchant des douleurs des chevilles et du gonflement des chevilles. Voilà. Les autres facteurs sont également la fatigue, et puis le reste est un peu en retrait, notamment l'exposition au froid. Là encore, nous, on considère que c'est l'exposition au chaud qui est le point déterminant ici. Sinon que quelques nouveautés pour ces facteurs déclenchants. Pour ceux qui s'intéressent évidemment à la physiopathologie, il y a probablement à creuser dans certaines directions. Alors un mot sur ce qu'on pourrait appeler les vascularites de l'AFMF. On a décrit depuis longtemps un excès de purpura de type vasculaire chez les patients atteints de FMF, essentiellement chez les enfants, mais également des vascularites d'artères de moyen calibre qui très clairement ne sont pas du tout similaires, en tout cas sont relativement différents de la périartérite noueuse et des vascularites en cas. En particulier, il n'y a pas d'atteinte neurologique, peu d'atteinte neurologique. Par contre, il y a des manifestations de type rupture qui semblent particulièrement décrites dans ces formes de vascularite des artères de moyen calibre de la FMF. Alors encore, évidemment, le traitement n'est plus la colchicine. Il fait appel au minimum aux corticoïdes. Mais très clairement, la nosologie de ces vascularites est certainement très particulière, et en mécanisme également. Vous savez qu'on décrit maintenant quelques familles avec des vascularites liées à des mutations de l'ADA2, de l'adénosine désaminase 2, qui en font une espèce de vascularite auto-inflammatoire génétique. Il est probable que celle de la FMF rentre un peu dans ce cadre et donc constitue, là encore, une vascularite très particulière et très intéressante quant à ses mécanismes par rapport aux vascularites de type auto-immun liées aux ANCA, par exemple. Voilà. Alors à part, il y a la maladie de B7. Cette maladie de B7 est une maladie qui est fréquente en Turquie, où il y a beaucoup de FMF. Donc les Turcs décrivent depuis longtemps une association entre ces deux maladies, et notamment on discute l'implication du gène MEFB. Je crois que ce sera une des rares diapos de génétique. Donc il y a plusieurs travaux qui ont eu lieu sur la susceptibilité génétique de la maladie de B7. Et très clairement, le gène MEFB fait partie des gènes de susceptibilité. Autrement dit, le fait de porter à l'état hétérozygote la mutation M694V, la plus fréquente, qui confère la maladie la plus grave du gène MEFB, confère un risque de maladie de B7 et non pas de FMF, comme je l'ai mis là dans la population turque. Ce n'est pas le seul gène de susceptibilité, bien évidemment, il y en a d'autres. Et il est probable qu'en fonction des populations, notamment chez les Japonais, ça doit être un petit peu différent. Donc ce travail, toutefois, intéresse les deux populations, japonaises et turques.
Voilà, alors une autre chose intéressante, c'est la maladie de Crohn. On sait que la maladie de Crohn est fréquente dans la population israélienne, par exemple, c'est connu depuis longtemps. Alors je vous ai montré cette diapo, vous voyez pourquoi, parce que il apparaît ici le terme de Kinneret. Kinneret, c'est le nom hébreu de la ville et du lac de Tibériade. Donc quand vous allez en Israël, vous voyez des panneaux avec marqué Kinneret avec 2 N. Voilà, donc dans cette population, vous voyez au cours du temps, au cours des décennies, une prévalence croissante de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn est de façon générale de plus en plus fréquente, mais on pouvait se poser la question d'une éventuelle association avec la FMF. Ce qu'a bien montré Daniel Catan il y a déjà assez longtemps, il avait remarqué que dans les familles atteintes de FMF, il y avait plus de maladies de Crohn qui l'attendaient, et certains patients ont les 2 maladies, mais le plus souvent, on a soit la FMF, soit la maladie de Crohn. Et dans ce travail, il avait déjà montré que la mutation à 184V était dans ces familles associée à l'état hétérozygote à la maladie de Crohn. Et d'autre part, il semblait, dans ces familles initialement décrites, conférer une forme plus grave de maladie de Crohn. Alors, un mot de l'approche diagnostique. L'approche est essentiellement d'abord clinique. Nous sommes en présence de symptômes intermittents, rémission spontanée, qui commencent tôt dans la vie. Il faut préciser la durée des accès qui est caractéristique, leur nombre, afin d'évaluer la gravité de la maladie. Le nombre est très variable sur une année. Il faut s'enquérir de l'origine des patients, rechercher des cas familiaux, et puis systématiquement, en présence de symptômes intermittents, il faut comprendre ce qui se passe pendant les symptômes, quel que soit le symptôme, si c'est un malaise, si c'est une douleur. Et là, la place de la mesure de l'inflammation sanguine est à mon avis très, très importante pour conclure que ces symptômes sont de nature inflammatoire. Les patients prennent assez rarement leur température. Ils vous disent j'ai 39, mais ils n'ont pas mesuré la température. Donc parfois, on peut être convaincu qu'il y a de la fièvre. Parfois, c'est un peu moins évident. Et il faut donc compléter l'analyse clinique par le prolongement de la main de l'interniste, qui est la mesure de la CRP pendant l'accès. Voilà. Les examens, après, sont faits en fonction des autres hypothèses diagnostiques avant d'affirmer le diagnostic de fièvre méditerranéenne, en tout cas de fortement le suspecter cliniquement. C'est des critères cliniques, alors il y a c'est des critères cliniques les plus classiques qui sont destinés aux adultes. Il existe maintenant des critères un peu plus spécifiques des enfants. Moi, je ne vois pas d'enfants, je ne vois que des adultes. Donc, vous avez les critères de Tel-Schumer qui sont des critères très, très stringents. Et puis les critères dits simplifiés de Diffney qui sont des critères un petit peu plus légers et qui sont très, 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 très sensibles. Les autres étant très spécifiques mais beaucoup moins sensibles. Le diagnostic clinique est la pierre angulaire du diagnostic. La génétique, je vais en parler rapidement, complète le diagnostic clinique. Je vous rappelle le mode de transmission de cette maladie. La transmission typique, c'est autosomique récessive. Voilà une famille caractéristique. Les parents sont tous les deux hétérozygotes pour une mutation du gène MEV, et puis parmi la descendance, il y a une répartition statistique, donc 1 sur 4 porte de mutation, 2 portent une mutation et 1 en porte aucune. Voilà. Comme la fréquence de la mutation
des mutations et des porteurs hétérozygotes est importante dans toutes les populations considérées, maximale sans doute chez les Arméniens, mais importante dans toutes les populations, on peut avoir une transmission de type vertical qui est liée à la fréquence de ces mutations. On peut également avoir une pénétrance incomplète, autrement dit porter 2 mutations et ne pas exprimer la maladie sur le plan clinique, ce qui est évidemment le cas chez un certain nombre d'enfants avant que les signes cliniques apparaissent, mais comme vous le voyez à droite, c'est le cas également chez certains parents qui peuvent porter 2 mutations. L'occurrence ici, M680I et BAL726A, qui sont 2 mutations dont l'une est un petit peu plus légère, on va dire, V726A. Donc on peut avoir dans une famille l'association des deux événements, la transmission pseudo-dominante verticale et la pénétrance incomplète. Il faut garder ça en tête dans l'analyse des arbres généalogiques. Alors on dispose depuis peu de temps de recommandations pour le diagnostic génétique de FMF. Alors le point essentiel de cette recommandation, c'est le premier, c'est-à-dire que la FMF est un diagnostic clinique. Enfin, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a dit l'essentiel et qu'ensuite la génétique peut appuyer ce diagnostic clinique, mais elle ne peut guère l'exclure pour des tas de raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas aujourd'hui. Le reste de ces recommandations consiste ici à dire que la mutation M694V est la plus fréquente, qu'elle confère le phénotype le plus grave, en particulier qu'elle favorise plus que les autres l'amylose inflammatoire. On voit aussi, c'est le point numéro 4, que le statut de la variation E148Q, qui a longtemps été discuté, est maintenant tranché. On considère que c'est pas une variation de séquence qui à elle seule étaye le diagnostic de fièvre méditerranéenne familiale. La difficulté, c'est que cette discussion peut s'étendre à de très nombreux variants qui ont été décrits et dont le caractère pathogène n'est absolument pas établi, puisqu'on est assez dépourvu de moyens de tests fonctionnels qui permettent de considérer qu'un variant du gène MEV est pathogène ou pas. Voilà, donc le point important à retenir, à mon avis, c'est le premier. Autrement dit, la génétique n'exclut pas le diagnostic de FMF, elle ne doit certainement pas empêcher de mettre en œuvre un traitement par colchicine, par exemple. C'est un peu ce que suggère cet arbre décisionnel qui a beaucoup de limites. Mais autrement dit, quand on a une suspicion clinique, eh bien l'important c'est le test thérapeutique à la colchicine, aussi bien que l'analyse génétique, qui lorsqu'elle est concluante appuie le diagnostic clinique. Lorsqu'elle n'est pas concluante, qu'elle ne montre pas de mutation, ou qu'elle montre une seule mutation, c'est le cas de nombreux sujets des populations de risque, eh bien c'est la réponse à la colchicine qui va permettre de savoir un peu mieux si on est en présence d'une FMF ou pas. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de souplesse dans cette application du diagnostic génétique et de l'application de la mise en œuvre d'un test thérapeutique, prendre le recul suffisant, savoir arrêter la colchicine en fonction des symptômes ou de l'absence de symptômes. Un point que je voulais aborder particulièrement, même s'il n'y a pas énormément de nouveautés, c'est celui des relations de la FMF avec la fertilité et avec la grossesse. Alors on considère maintenant que la fertilité masculine dans la FMF est habituellement normale, ou en tout cas aussi normale que et sans doute plus normale que dans d'autres maladies inflammatoires au long cours, même en l'absence de traitement.
Alors, il y a quelques cas de stérilité primaire qui sont qu'on peut rapporter à la maladie, hein, quand il y a eu des vaginalites répétées, c'est un événement exceptionnel. Hein. Il y a également quelques cas d'amylose testiculaire, qui généralement est associée à une amylose évidemment diffuse, notamment une amylose rénale. Voilà. On a quelques données sur la spermatogénèse qui sont finalement anciennes. On avait beaucoup craint une toxicité liée à la colchicine, mais cette crainte s'est écartée. Hein. Les études animales qui sont disponibles relatent des effets avec des doses de colchicine très au-dessus des doses qu'on utilise en clinique, et donc ne sont pas très pertinentes. Voilà, donc la règle, c'est que on considère qu'il n'y a pas de toxicité de la colchicine dans la fièvre méditerranéenne familiale, et que par conséquent, si on a une difficulté liée à qui est attribuée en dernier ressort à la colchicine, peut dans certains cas être amené à l'arrêter, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Le plus souvent, l'explication elle est ailleurs, dans la fertilité réduite d'un couple. En ce qui concerne la femme, on considère aussi qu'il y a une fertilité qui est un petit peu diminuée, avec des cas de stérilité primaire ou secondaire, avant le traitement par la colchicine. On comprend très bien que les adhérences pelviennes liées aux péritonites répétées de la région pelvienne puissent entraîner des anomalies tubaires, et qu'on puisse avoir une dysovulation, hein, comme on en a au cours de nombreuses maladies inflammatoires chroniques, ou sans maladies inflammatoires chroniques. Il y a un travail récent qui porte sur la population égyptienne, hein, 74 femmes qui ont des difficultés de fertilité. Et vous voyez que dans ce groupe de femmes atteintes de FMF, eh bien, on retrouve un certain nombre de causes qui sont des causes habituelles de fertilité réduite dans la population générale, hein, comme le syndrome des ovaires polykystiques. Il y a des adhésions, des adhérences tubaires, hein, plus ou moins importantes. Il y a parfois un petit excès, le plus souvent un petit excès de liquide péritonéal, mais il y a aussi beaucoup d'endométriose, et souvent il y a un facteur associé chez le conjoint. Et dans cette étude, la conclusion des auteurs est que par rapport à un groupe témoin, finalement, les causes de fertilité réduite chez la femme atteinte de fièvre méditerranéenne familiale sont finalement assez peu différentes de ce qu'on trouve dans la population générale. Alors, la grossesse est donc possible, même habituelle chez les femmes qui ont une FMF. L'effet de la grossesse sur la maladie est variable. Le plus souvent, il est quand même bénéfique, et certaines femmes qui ont eu des grossesses avant l'ère de la colchicine ont considéré que c'était parmi les meilleurs moments de leur vie, avec la disparition totale des accès. L'évolution inverse est toutefois possible, mais c'était surtout vrai en l'absence de colchicine, et maintenant que nous avons la colchicine et qu'elle est autorisée pour la grossesse, les grossesses se déroulent le plus souvent sans recrudescence de la maladie. Alors, par contre, s'il y a une amylose rénale, eh bien, on se retrouve dans le cas d'une grossesse avec une glomérulopathie, et donc qui est une grossesse à risque, comme toute grossesse avec une maladie rénale glomérulaire active,
tous les risques que l'on connaît pour le développement de la grossesse, mais également pour l'évolution de la néphropathie. Le dernier point, c'est que probablement il y a tout de même peut-être un excès de fausses couches spontanées si en cas de crise de FMF répétée. Si la maladie reste active en début de grossesse, il est probable que c'est quand même délétère, mais encore une fois, ce cas de figure est devenu rare avec la colchicine. Voilà. On peut toujours dire que, évidemment, il faut une surveillance étroite de la grossesse. Dans mon expérience, les femmes ont du mal à venir en consultation pendant la grossesse, puisqu'elles vont bien. Elles n'appellent que lorsqu'elles ont une véritable difficulté, qui parfois est quand même majeure, liée à une crise de péritonite et qui peuvent les conduire au bloc opératoire. Donc, c'est quand même une situation où il faut rester vigilant et en tout cas disponible pour informer nos collègues obstétriciens et chirurgiens en amont, bien entendu, mais parfois à l'entrée du bloc opératoire pour retenir leurs bras. Alors la colchicine, eh bien, pendant très longtemps, on n'a pas osé la donner pendant la grossesse. Voilà, on l'a donnée, mais on faisait la myosynthèse. Maintenant, on sait qu'il n'y a pas d'effet tératogène observé. Et cela a quand même changé considérablement la situation. Maintenant, sauf cas particulier, on poursuit la colchicine à la dose à laquelle le patient est traité avant la grossesse. Et on ne fait plus de la myosynthèse systématique depuis longtemps. Un mot sur l'allaitement, c'est pas exactement ma spécialité. Mais la colchicine est lipophile, donc les passes dans le lait, des concentrations qui sont variables. Bon, la dose qui est ingérée par le bébé est faible, et donc il n'y a pas de gros risque. Voilà. La colchicine est vite éliminée, on n'a pas observé d'effets secondaires particuliers. Voilà, la seule chose qu'il faut éviter, la forme colchimax, qui contient un opiacé modéré, mais tout de même, et puis un ralentissant du transit, que le bébé peut moins bien tolérer. Et du point de vue de la cinétique des événements, eh bien, il faut prendre le traitement juste avant la tétée du soir. Voilà. Je rappelle là juste qu'il faut se méfier de l'association avec les macrolides, y compris chez le bébé dans ce cas. Voilà, je terminerai par la principale complication de cette maladie, qui est l'amylose. Donc c'est une amylose qui touche essentiellement le rein, le tube digestif, le foie, les glandes endocrines, qui donnent une splénomégalie. Mais ce qui est important du point de vue clinique, c'est essentiellement le rein et le tube digestif. Contrairement aux amyloses AL et aux amyloses de la transthyrétine, l'atteinte du nerf n'existe pas ou est exceptionnelle, et l'atteinte cardiaque n'est pas un problème habituel. Il ne devient que chez les patients qui ont une amylose qui évolue depuis des années, notamment chez des patients qui sont en hémodialyse chronique. Vous savez que la prévalence de l'amylose au cours des maladies inflammatoires est très variable. Il suit un gradient, en fait, un gradient qui va des maladies auto-immunes, où l'amylose est très faible, jusqu'aux maladies dites auto-inflammatoires génétiques, dont la fièvre méditerranéenne, qui est spontanément
maladie qui se complique le plus d'amylose inflammatoire dans son histoire naturelle. On voit sur ce petit tableau qui récapitule les causes d'amylose inflammatoire dans diverses populations et au cours du temps, que dans certaines populations comme la Turquie, la fièvre méditerranéenne est la principale cause d'amylose inflammatoire dans cette population. C'est évidemment un sujet de préoccupation, bien qu'il le soit de moins en moins en Turquie comme en Arménie. Alors, je rappelle que c'est à partir de la néphropathie amyloïde de la fièvre méditerranéenne familiale qu'on a décrit les différents stades évolutifs de l'amylose rénale, avec un stade préclinique, autrement dit la présence de dépôts amyloïdes en l'absence de symptômes, en l'absence de protéinurie, démontré chez un patient dans cette série. Voilà. Et ensuite, après ce stade préclinique qui évidemment est très important, puisque c'est la partie immergée de l'iceberg, le reste étant la partie émergée, avec la protéinurie, puis le sang néphrotique, l'insuffisance rénale et le cinquième stade, dans l'évolution naturelle, la mort. Tout ça est bien décrit depuis les années 1960 et les travaux de M. Heller à Tel Aviv. Alors dans ce travail que je vous conseille de relire régulièrement, c'est ce que je fais, le travail de Soir qui est paru dans l'American Journal of Medicine en 1967, grande série, qui est un article de trentaine de pages qui contient énormément de choses, montre que l'amylose est la principale complication de cette maladie et qu'il tue les gens avant l'âge de 40 ans. Dans cette population, il n'y a pas de cas d'amylose plus âgés. Donc soit on meurt d'amylose, soit on ne fait pas d'amylose et on survit. On connaît maintenant un certain nombre de facteurs de risque de l'amylose au cours de cette maladie, qui sont des facteurs liés à l'inflammation d'une part, des facteurs génétiques et puis des facteurs d'environnement. Donc les facteurs génétiques, eh bien on sait que plus il y a d'inflammation, plus le risque d'amylose est élevé, et cela se traduit par le surcroît de risque qui est lié à la présence de la mutation N694V, ce qui a été montré dans ce travail sur une population arménienne, mais qui est retrouvée dans toutes les populations. On sait aussi que le sexe masculin est associé à l'amylose, avec un risque qui est ici un autre ratio qui est de 4 par rapport au sexe humain. Et on sait aussi que, à partir de ce travail, que les variants des protéines SA ont un impact et que le génotype SA1 alpha-alpha, ou maintenant SA1 confère, quand ce variant est présent à l'état homozygote, confère un risque qui est 7 fois plus important que les autres associations de variants du gène SA1. Ce travail a été trouvé dans d'autres populations depuis. Donc des facteurs génétiques qui tiennent ici à l'importance quantitative de l'inflammation, mais également à la qualité de la protéine SA qui forme les dépôts amyloïdes. Ici, vous voyez schématiquement les protéines SA avec un certain nombre de variants qui sont décrits au locus SA1, qui sont peut-être plus nombreux qu'on ne le pense actuellement. Voilà, ça pour signaler que dans la population turque, les données n'étaient pas si claires concernant l'impact de la mutation M694V comme facteur de risque de l'amylose, avec cette grande étude turque, 400 patients avec amylose,
confirme bien que les données que je vous ai montrées précédemment, autrement dit, les populations turques ne se comportent pas de façon différente dans ces dimensions génétiques. Alors, pour ce qui concerne les différentes populations affectées par l'amylose, on sait que dans l'histoire naturelle de l'évolution de la FMF dans différentes populations, eh bien, la prévalence de l'amylose était différente. Maximale chez les juifs séfarades, depuis les travaux de LR et de Sohar, et plus faible dans d'autres populations, faible chez les juifs ashkénazes par exemple, avec des données un petit peu discordantes dans la population arménienne, puisque en Arménie, spontanément, la prévalence de l'amylose est proche de celle des séfarades. Par contre, chez les Arméniens de Californie, on sait depuis le travail de Schwab, c'est les années 70, qu'il n'y avait pas d'amylose dans cette population. Donc ça suggérait là qu'il y avait une interaction entre la population et puis l'environnement. Et cela a été bien montré par le travail d'Isabelle Touitou, qui a montré que finalement, actuellement, c'est-à-dire à l'époque où on dispose d'un traitement par la colchicine, ce n'est pas l'évolution naturelle, quand finalement on gomme la composante inflammatoire, eh bien, il ne reste plus que le pays d'origine. Et on voit bien là que sur ce travail que le pays d'où l'on vient a un impact sur le risque d'amylose qui est plus élevé, par exemple, en Arménie, en Turquie, qu'en Israël.